grand oral aujourd'hui au cœur de l'Assemblée nationale. Ici, c'est la salle des commissions, notamment la France Insoumise, qui se réunit tous les mardis matins. Et Aymeric Caron, président de la REV et membre de la France Insoumise et député de la 18e circonscription de Paris, est avec nous ce soir pour un grand oral. Je vous remercie, Aymeric Caron, d'être avec nous parce que c'est très rare des membres de LFI qui acceptent de s'expliquer sur notre antenne et de parler de ces sujets hautement sensibles, notamment le rapport de votre groupe avec Israël. Et juste avant la pause, vous faisiez une mise au point sur certains mots. Pour clore cette séquence, parce qu'on ne va pas passer toute l'émission là-dessus, est-ce que pour vous, l'antisionisme est une forme d'antisémitisme ? Non, je ne le pense pas. Alors après, il faut déjà qu'on se mette d'accord, pardon, mais je suis très à cheval sur le terme, c'est quoi le sionisme ? Est-ce que c'est le sionisme défini par Theodor Herzl ? Est-ce que c'est les différentes explications politiques qu'on peut en avoir depuis un certain nombre d'années ? En tout cas, arrêtons-nous à la définition de Theodor Herzl. Un mouvement politique pour la création d'un État pour les Juifs en terre d'Israël. Absolument. Et c'est très bien. Voilà. Donc ce sionisme-là, pourquoi le critiquerait-on ? C'est tout à fait logique que les États, surtout quand on connaît l'histoire qui a précédé la création d'État d'Israël, la volonté était très clairement justement que les Juifs qui étaient harcelés, qui étaient malmenés, eh bien, puissent avoir un État dans lequel ils soient en sécurité. C'était ça l'idée première. Bien évidemment que cette idée, elle n'est pas critiquable. Ensuite, on a donné d'autres définitions à ce mot. Je crois que par sionisme, on entend aussi aujourd'hui l'idée justement d'une politique qui serait une politique qui serait une politique de colonisation, etc. Bon, donc ça dépend. C'est une interprétation. Voilà. Donc mettons-nous d'accord sur les termes déjà. Donc, ce qu'il faut, à mon avis, vraiment préciser, c'est qu'il n'est pas acceptable d'assimiler la critique d'une politique à la critique d'un peuple ou d'une religion. Ça n'a aucun rapport. Et c'est vrai qu'on a le sentiment, et c'est compliqué pour un homme politique aujourd'hui qui veut continuer à avoir une voix, parce que vous savez, vous dites, ah là, on a du mal à recevoir des gens de la France Insoumise. Mais il y a eu des accusations que vous venez de rappeler. Moi, je me souviens d'une de mes collègues, sur cette antenne d'ailleurs, qui est venue et qui s'est fait traiter d'antisémite en direct. Elle est partie. Et je comprends qu'après... Pas elle. Le parti a été traité par un autre invité de parti antisémite. Non mais vous voyez, donc, et on a le sentiment... Donc raison de plus moi, j'ai le sentiment, de venir chercher à dissiper les malentendus. Bien sûr, bien sûr. C'est notamment pour ça que j'accepte avec grand plaisir votre séquence. Comment ? Vous le faites 1 an et demi après la séquence que vous évoquez. Ah oui, c'est-à-dire que je n'étais pas élu il y a 1 an et demi. Mais je suis content effectivement que nous ayons cette discussion. Mais ceci dit, moi je suis très inquiet de la capacité de plus en plus réduite à parler de ce sujet. La paix est au point mort au Proche-Orient. Le processus de paix est au point mort, c'est quand même. Mais c'est notamment dû au fait que ceux qui essayent de s'investir dans ce sujet sont assez rapidement mis en accusation. On va leur prêter des intentions qui ne sont pas les leurs. En mélangeant 2 sujets qui n'ont rien à voir, l'antisémitisme, contre lequel, je le rappelle, nous devons être tous intraitables, nous ne devons rien accepter. Et d'autre part, voilà, la critique, effectivement, de politiques qui empêchent qu'on puisse enfin trouver la paix avec cette solution à 2 États, même si aujourd'hui, il faut être tout à fait honnête, au moment où on se parle, cette solution à 2 États, elle est quand même assez compromise. Donc voilà. Yves Deray. Alors, on va quand même, Benjamin, on va avancer un petit peu, parler de politique et d'un autre sujet sensible, mais qui concerne hautement le parti dont vous êtes proche, la France Insoumise, qui est votre relation avec le Rassemblement national. Aujourd'hui, on est dans une situation politique un peu inédite, avec 2 opposants au gouvernement, qui sont en même temps dans l'incapacité, l'impossibilité, a priori, de s'allier contre cette politique du gouvernement. On est d'accord jusque-là ? Le Rassemblement national et la France Insoumise, c'est les 2 grands opposants aujourd'hui au gouvernement qui n'ont pas vocation à s'allier. On est d'accord. On est d'accord. Pourtant, vous êtes sans cesse, souvent en tout cas, à l'Assemblée nationale, mis devant cette situation de devoir ou pas voter avec ce parti pour vous opposer le plus efficacement possible au gouvernement. Et cette situation va se produire dès demain. Dès demain. Avec le vote de cette motion référendaire. Il se trouve que c'est le Front National, le Rassemblement National, qui a été désigné par tirage au sort pour présenter cette motion. C'est encore plus compliqué que ça. On va pas la faire trop compliquée. Il faut la faire compliquée. Je suis désolé, Yves Deray, de vous dire cela, parce que vous abordez un sujet essentiel. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec le Rassemblement national ? Et que fait aujourd'hui Emmanuel Macron ? Et que fait la majorité relative avec le Rassemblement national ? Cette motion référendaire avait été accordée à notre groupe, dans un premier temps.
Puis, il y a eu un changement d'attitude de la présidence de l'Assemblée nationale qui a décidé de passer par ce tirage au vote. Tirage au sort, pardonnez-moi, dont est sorti effectivement vainqueur le Rassemblement national. Donc déjà, il y a quand même quelque chose ici d'un peu bizarre. On a quand même le sentiment aussi qu'il y a une instrumentalisation aujourd'hui. C'est encore plus compliqué que ça. Donc franchement, ce qui est intéressant de savoir, c'est maintenant... Quand je lis dans la presse... Qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous allez, cette fois-ci... Je vais vous répondre. Quand je lis dans la presse qu'Emmanuel Macron songe à une dissolution, en espérant que de cette dissolution ressorte un plus grand nombre de députés Rassemblement national, qui permettrait à Marine Le Pen d'être désignée première ministre. Pardon, Caron, mais il ne faut pas croire tout ce qui est écrit dans la presse, vous le savez bien, vous êtes journaliste. Alors, parlons plutôt... Les journalistes mentent. Non, bon, mais ça, c'est des rumeurs, etc. Qu'Emmanuel Macron fasse courir des bruits pour des raisons politiciennes, je veux bien le croire. Mais en tout cas, je n'ai pas le sentiment que... Non, mais n'esquivez pas la question. Je ne veux pas qu'Emmanuel Macron, que le gouvernement soit particulièrement clair avec le Rassemblement national. N'en profitez pas pour fuir la question. Mais je ne la fuis pas, je réponds simplement en plusieurs temps. J'arrive maintenant à l'autre temps de votre question qui était qu'est-ce qu'on va faire nous ? Donc le vote, c'est demain. Ouais. Selon toute vraisemblance, bien évidemment, nous ne voterons pas le texte du Rassemblement national, non ? Vous en êtes sûr ou vous avez l'air de douter là ? Je ne vous sens pas très sûr de votre coup. Je suis absolument... Non, c'est pas ça, c'est que on a toujours des décisions collectives et nous nous reparlerons demain matin, mais je peux vous dire qu'il n'y a, au moment où je vous parle, pas de voix qui s'exprime dans l'autre sens. Donc, parce que c'est une situation un peu particulière. Vous vouliez vous-même se passer par le référendum. Vous aviez la même idée que... Et vous avez raison. Vous n'allez pas voter cette motion. Votre question est très bonne. C'est une question... J'avais une discussion, je vais vous dire, parce que c'est une question de fond que vous posez. C'est-à-dire, j'ai eu cette discussion avec Éric Coquerel pas plus tard qu'hier. Qu'est-ce qu'on fait quand on a, sur un point extrêmement précis, donc là encore, il n'y a pas 10 débats autour, c'est un point précis, qu'on a déposé le même texte, on va déposer le même texte. On pourrait se dire que logiquement, on peut le voter, puisque nous, c'était la même phrase. Alors après, il faut voir l'exposé des motifs, il faut voir comment le texte est présenté aussi. Ça joue aussi dans la capacité de voter. Mais simplement, nous, on considère que il y a un autre message qui passe, et tout à coup on vote un texte du Rassemblement national, ce serait de dire c'est un parti comme les autres. Et ça, vous ne le voulez pas ? Non, ce n'est pas un parti comme les autres pour la raison que je vous ai expliqué tout à l'heure. Alors tout à l'heure, vous avez... Donc, c'est assez important, c'est-à-dire que nous ne voulons pas, contrairement à ce que fait... C'est pas nous qui avons mis 2 vice-présidents Rassemblement national à la tête de l'Assemblée. Nous, on n'a pas voté pour. Oui, Non, c'est les macronistes. Nous, on ne fait pas ce genre de choses. Nous, on ne fait pas d'accord avec le Rassemblement national. Yves Derez, ce sera la dernière question de votre séquence. C'est passé vite, mon Dieu. Bon, alors je vais aller droit au but. Tout à l'heure, vous avez parlé justement de ce parti et vous avez rappelé l'histoire de ce parti. Mais vous savez que certaines personnalités de gauche, comme par exemple Michel Onfray, estiment que depuis Marine Le Pen, ce parti a changé, que maintenant il respecte la République, qu'il respecte la démocratie, qu'il n'y a plus de dérapage antisémite, qu'elle a fait le ménage, etc. Et que donc, on doit pouvoir le considérer comme un parti, justement, comme les autres, pour reprendre votre expression. Qu'est-ce que vous pensez de cela et est-ce que vous partagez cette analyse de Michel Onfray ? Non, mais je pense que Michel Onfray s'égare depuis plusieurs années. Notamment, je le trouve très conciliant avec l'extrême droite. Il a déjà été beaucoup trop conciliant avec Éric Zemmour. Il est beaucoup trop conciliant avec Marine Le Pen. Il y a, dans un parti politique qui a une longue histoire, il y a un ADN. Et l'ADN du Rassemblement national n'a absolument pas changé. C'est toujours un ADN qui est basé sur l'exclusion, sur le rejet de tout ce qui est différent. Et bien évidemment, ça inclut également ceux qui n'ont pas telle ou telle religion, mais bien évidemment. Et alors l'antisémitisme, Marine Le Pen a fait un gros travail. Alors je vais vous dire très honnêtement, que Marine Le Pen soit antisémite, je ne le pense pas. Je n'en sais rien. Oui, j'en sais rien. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas vu, on n'a pas entendu des choses dans sa bouche qui pouvaient nous le laisser penser. Mais qu'elle ait nettoyé le Rassemblement national de cet antisémitisme qui est inhérent à ce mouvement, je n'en crois rien. Et il suffit d'ailleurs de voir tous les excès qu'on peut voir justement sur les réseaux sociaux de la part de ceux qui sont des militants du Rassemblement national, de ceux qui sont des élus locaux du Rassemblement national. Qui sont épinglés récemment. Pour vous, ça reste un parti antisémite ? Oui, mais c'est-à-dire ontologiquement. C'est-à-dire, alors après la cible varie, puisque entre-temps, il y a maintenant les musulmans qui sont une cible évidemment bien plus présente, bien plus évidente du Rassemblement national que ne l'ont été les juifs à un moment.
Et je ne peux pas croire. On ne peut pas changer du tout au tout comme ça. C'est absolument impossible. Merci beaucoup Yves Deray, rédacteur en chef de Forbes France pour cette séquence. Et pour le quart d'heure à venir, on va maintenant parler de votre combat via la Rêve en compagnie de Barbara Lefebvre qui nous rejoint dans cette émission. Barbara Lefebvre nous rejoint pour la dernière séquence de cette émission, enseignante et essayiste. Bonsoir Barbara. Bonsoir. Je vous laisse Aymeric Caron entre les mains de Barbara Lefebvre. Bien, Aymeric Caron, ravi de vous voir dans ce cénacle de l'Assemblée nationale où vous êtes finalement le seul député animaliste que nous puissions avoir en France. Moi, personnellement, vous le savez, je m'en réjouis, mais au regard d'autres pays d'Europe, nous sommes très en retard. Et donc, à ce titre, au titre justement de la REV, donc la Révolution écologique pour le vivant, dont vous êtes le président, ce parti politique-là, inséré dans LFI, vous avez mené le premier combat, celui pour l'abolition de la corrida, enfin du moins l'abolition de la dérogation et de l'exceptionnalité d'autorisation de la corrida dans certaines régions, et vous avez subi l'obstruction, ce qui est quand même assez piquant aujourd'hui où la majorité présidentielle parle d'obstruction pour la réforme des retraites. Vous avez subi une obstruction qui a fait que finalement il n'y a eu aucun débat sur la corrida. Alors comment est-ce que vous allez pouvoir mener l'ensemble des combats qui sont aussi les vôtres à l'Assemblée avec un exécutif qui est aussi pro-chasse, aussi pro-élevage intensif et qui en plus cherche à criminaliser les lanceurs d'alerte comme on l'a vu récemment, notamment avec l'amendement Le Fur qui a été d'ailleurs soutenu par des républicains et aussi quelques députés RN, je crois. Donc dans ce contexte-là, comment allez-vous pouvoir faire votre travail aussi de député animaliste? Parce que je pense que ceux qui vous ont élu vous connaissent aussi sous cette étiquette-là et attendent cela de vous. Oui, même si ça ne va pas être non plus l'essentiel de mon action à l'Assemblée, mais c'est vrai que comme j'ai cette voix singulière, je compte bien l'exprimer et qu'il y a des attentes des électeurs à ce sujet, ou même de gens qui n'ont pas pu voter pour moi parce qu'ils ne sont pas dans ma circonscription, mais qui attendent de ma présence à l'Assemblée, je puisse faire avancer un certain nombre de sujets. Vous avez extrêmement bien résumé la situation. C'est qu'on a un gouvernement, en tout cas pas tous les membres du gouvernement d'ailleurs, parce qu'il y a des membres du gouvernement qui ont une vraie sensibilité à la question des droits des animaux. Mais on a en tout cas un président qui, lui, est complètement insensible. Et on a quelques ministres, je peux les citer, Dupond-Moretti, par exemple, Fesneau, à l'agriculture, ce sont des gens qui, eux, bloquent. Ce sont des gens qui, d'ailleurs, qui sont intervenus pour essayer de dissuader des députés de voter la loi corrida que je présentais. Donc, on voit en effet, sur la chasse, vous l'avez dit, les mesures là, qui ont été annoncées sont absolument ridicules, puisque sur la forme de la chasse, nous, on attendait au moins une demi-journée, voire une journée sans chasse le week-end. Évidemment, ça a été retoqué. C'est très compliqué parce que la question en plus qui se pose derrière, c'est la question de la légitimité finale. Enfin, notre légitimité, on l'a, mais en tout cas de la représentativité réelle de cette Assemblée. Parce que sur les sujets que vous évoquez, on a un consensus. On a à chaque fois à peu près 80% des Français qui soutiennent les mesures pour les animaux. Donc il y a entre 80 et 90% des Français qui sont pour l'abolition de la corrida. Il y a 80% des Français qui veulent le week-end sans chasse, etc. Et donc à un moment, il y a un vrai souci. C'est-à-dire comment ça se fait que à l'Assemblée, nous, on n'arrive pas à faire passer des lois parce que les députés élus refusent de suivre la volonté populaire. Donc, et on a vu aussi que sous la législature précédente, alors on a eu une loi en 2021 quand même qui était pas mal. Enfin, qui honnêtement, c'était presque une loi inespérée. Mais que de travail et à chaque fois, il y a énormément d'énergie dépensée pour un résultat assez faible. Donc vous avez raison de signaler que le combat va être extrêmement compliqué. On a vraiment des lobbies qui, aujourd'hui, ont des relais parmi les députés. Le rôle de ces députés, c'est de bloquer dès qu'ils peuvent, dès que les processus législatifs leur permettent de le faire. Mais je crois que quoi qu'on fasse, de toute façon, c'est-à-dire qu'on fait progresser le sujet. Donc la corrida, par exemple, oui, j'ai échoué, je ne lâche pas, on va représenter le texte. La question, c'est comment on fait pour le représenter. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails pour nos spectateurs, mais c'est pas évident quand on est dans l'opposition de trouver le bon véhicule législatif pour présenter un texte. Donc c'est ce à quoi nous sommes en train de travailler. Ce sera peut-être lors de la prochaine niche parlementaire de France Insoumise où on représentera le texte, mais en l'ayant travaillé autrement, en présentant autrement. On va pas lâcher, mais de toute façon, quand on fait ces combats-là, quand ils sont médiatisés, on fait progresser les choses. Bien sûr, mais vous le savez, toutes ces idées-là, elles ont déjà largement infusé l'opinion.
Et comme vous le disiez d'ailleurs, et notamment sur l'élevage intensif, 7 Français sur 10 sont pour qu'on interrompe les pratiques de l'élevage intensif. Or, on voit bien justement la force et la puissance des lobbies, en particulier les lobbies, la FNSEA, Interbev, qui rédigent, non pas des amendements, mais qui rédigent carrément des projets de loi pour des députés, voire parfois pour le gouvernement. Thierry Coste, le lobbyiste de la chasse, se vante lui-même de mener des actions machiavéliques qui lui permettent de mieux conseiller Emmanuel Macron. C'est un article de Marianne qui révélait ces mails. Donc, comment est-ce qu'on peut véritablement, quand on est un député, à la fois rendre public ces manipulations finalement de la délégation de la souveraineté nationale, parce que quand on élit un député, on n'élit pas un lobbyiste. Alors comment doit-on faire ? En expliquant et en racontant. Par exemple, lorsque effectivement j'ai dû faire face à de l'obstruction le 24 novembre, lorsque je présentais ma loi d'abolition de la corrida, j'ai choisi de l'expliquer aux Français. Donc par une déclaration, par une publication. Et les gens ont compris pourquoi le texte n'était pas passé. Donc ils commencent à comprendre aussi ce qui se passe. Là, je suis allé il y a 2 jours à la première réunion du groupe d'études sur la condition animale qui vient de se lancer, qui est présidé par une députée Renaissance, Corinne Vignon, qui est très sincèrement engagée sur ces questions-là. Mais j'ai constaté la présence de députés qui s'étaient opposés à ma loi pour abolir la corrida. Ils sont là dans le groupe. Ou un autre qui s'était opposé à la loi pour interdire les colliers étrangleurs pour les chiens. Je dis, mais pourquoi ils sont là ? Et un certain nombre de députés pro-chasse. Donc il y a très clairement des gens qui sont dans ce groupe pour essayer de nous espionner, pour essayer de saboter nos travaux, ainsi de suite. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai expliqué sur mes réseaux aussi. Et je pense que les Français, il faut qu'on leur explique tout ce dont vous parlez pour qu'eux-mêmes soient de plus en plus exigeants avec les élus. Et pour qu'ils sortent peut-être de cette ignorance sincère qui est la leur, parce que finalement, ils déplorent dans les sondages et dans les enquêtes d'opinion, ils déplorent un certain nombre de pratiques, mais finalement, ils ont une ignorance de la réalité des mécanismes sous-jacents qui fait que finalement, ils cautionnent sans le savoir. Je pense sans du tout tomber dans le complotisme qu'il y a quand même une volonté, en tout cas une complaisance par rapport à cette ignorance, parce qu'en fait, ça arrange bien un certain nombre d'acteurs politiques, que nous, citoyens, ne soyons pas tout à fait au courant des mécanismes qui font marcher ce pays, et notamment des mécanismes législatifs. Il y a beaucoup de choses qui sont faites comme ça, un peu en douce, pour empêcher que les Français protestent. Et précisément, s'il y a bien un secteur qui est marqué par l'opacité, c'est le secteur des abattoirs. Et justement, dans le cadre aussi de cette mandature, est-ce que vous allez éventuellement proposer que la France donne moins de dérogations à moins d'abattoirs, puisqu'on sait aujourd'hui qu'on a 50% des abattoirs de boucherie et 20% des abattoirs de volailles qui utilisent la dérogation à l'étourdissement pour en réalité faire de l'abattage rituel, puisqu'ils ne pratiquent pas l'étourdissement, alors qu'en réalité, on se doute bien qu'on n'a pas besoin de 50% de boucherie et 20% de volailles qui relèvent de la cache-route ou de la viande halal, puisqu'on n'a pas cette proportion-là de consommateurs en France. À titre personnel, vous savez ce que je souhaite. Je souhaite qu'il n'y ait plus d'abattoir du tout. Oui. Puisque ce n'est pas dans le programme de l'AFI, je vous rassure, qui n'est pas pour interdire la viande. Mais Barbara le sait, mon parti prône le fait qu'un jour, nous ne tuions plus d'animaux pour nous en nourrir. Voilà, on pense qu'on peut s'en passer, mais ça, c'est dans une perspective très lointaine. En revanche, ce qu'on peut faire immédiatement, déjà, il faut réduire sa consommation de viande. Ça, c'est même pour des préoccupations environnementales. Donc ça, on est d'accord. Et évidemment, la situation des abattoirs, il faut la regarder de très près. En ce qui concerne l'abattage rituel, parce que c'est votre question, Barbara, tout à fait. Je suis effectivement pour qu'on pose la question sur la table, mais pas simplement en ce qui concerne les morceaux de viande qui sont consommés par des gens qui, eux, n'en ont rien à faire, savoir si c'est halal, kasher ou quoi que ce soit. Mais non, on peut redéfinir. Moi, je suis pour qu'une discussion qui d'ailleurs a été entamée par les associations déjà depuis de nombreuses années, mais qui n'ont pas abouti pour l'instant, qu'il y ait des discussions avec les instances religieuses juives et musulmanes pour qu'on redéfinisse l'abattage rituel en France. C'est-à-dire qu'on puisse imposer que l'abattage rituel, lui aussi, se fasse avec étourdissement préalable, ce qui se pratique déjà dans beaucoup de pays en réalité. Et il n'y a pas de précepte religieux qui oblige absolument à ce que l'animal soit conscient, qu'il souffre pendant qu'il soit égorgé. Oui. Non, pas du tout. Donc là, je pense qu'il faut qu'on entame des discussions, en effet, pour revoir cela. Alors c'est toujours difficile. Barbara, il nous reste moins de 5 minutes. Voilà, c'est toujours difficile de faire comprendre après et comme d'ailleurs pour la question de manger de la viande, l'idée que l'humain a toujours mangé de la viande, aujourd'hui de lui faire mettre dans l'esprit qu'il peut manger autre chose, c'est difficile.
difficile pour un pratiquant juif ou un pratiquant musulman de lui expliquer que ce n'est pas une prescription religieuse, que c'est finalement peut-être davantage un usage historique et un usage culturel. Et pour cela, il faut effectivement aller avec les instances religieuses. Est-ce que là-dessus, vous pourriez éventuellement vous appuyer sur des rabbins, notamment, puisqu'en Israël, il y a des rabbins qui travaillent à cette question? Mais oui, c'est une question qui est très étudiée en Israël. Mais bien sûr. Mais après, c'est une question de temps, c'est une question de calendrier, c'est une question aussi de manière de faire, parce que vous vous doutez bien que sur un tel sujet, il peut y avoir des instrumentalisations. Notamment du Rassemblement national, vous y pensez, j'imagine? Mais évidemment, qu'il faut absolument éviter. Mais en revanche, oui, je suis tout à fait prêt à avoir ce dialogue et à avoir ce travail commun, bien sûr. Ça me semble même essentiel. Est-ce que vous utiliseriez les mêmes qualificatifs qu'Arno Klarsfeld dans son dernier ouvrage qui compare la mort des animaux dans les abattoirs à une Shoah fois 1000? Non, moi, je n'utilise pas... c'est des termes, vous savez, ce sont des termes qui aujourd'hui sont tellement connotés que moi, j'évite vraiment d'utiliser ce genre de comparaison. Arno Klarsfeld, de par l'histoire de sa famille, de par son histoire personnelle, je lui laisse tout à fait l'usage de ce mot et de cette comparaison. Moi, à titre personnel, je ne l'utiliserai pas. Barbara, ce sera la dernière question. Non, mais il y a eu des rescapés de la Shoah qui, en tout cas, mettaient en évidence le fait que les mécanismes de l'industrialisation de la mise à mort sont tout à fait comparables. Et d'ailleurs, les nazis se sont aussi beaucoup servis du Fordisme et de la façon dont la mécanisation du travail, l'industrialisation du travail. Et il faut rappeler que Ford s'était inspiré des abattoirs de Chicago pour avoir l'idée des chaînes de montage ensuite de ces usines. Donc on voit très bien qu'effectivement la façon dont on abat les animaux peut être amenée aussi à nous faire réfléchir sur la façon dont on traite les hommes parfois et jusqu'au pire effectivement dans des proportions, mais bien entendu il ne faut pas instrumentaliser cette question. Pour conclure cette émission, Aymeric Caron, on va peut-être parler de vous. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de la REV, mais vous êtes l'une des branches de la France Insoumise. Je vous ai connu dans une autre vie journaliste. Nous étions collègues. Nous avons été collègues, notamment à la radio et même en télévision. Comment vous voyez dans 5 ou 10 ans? On sait que Jean-Luc Mélenchon va peut-être céder la main. Est-ce que c'est vous le futur leader de la France Insoumise? Non, pas en ce moment. Pas ce genre de questions en ce moment, Benjamin. Vous imaginez pas dans quoi vous me mettez là. Il y a déjà assez de concurrence comme ça. Je plaisante. On peut aussi faire un peu d'humour. Mais évidemment, d'abord... Je le réaffirme, je suis moi de ceux qui prônent le fait que ce soit Jean-Luc Mélenchon le successeur de Jean-Luc Mélenchon. D'accord. Ouais, je pense que Jean-Luc Mélenchon a été... En 2027. Oui, j'espère qu'il aura envie d'y retourner. Alors après, il peut y avoir tellement d'événements, il peut se passer tellement de choses. C'est au moment où nous parlons aujourd'hui. Est-ce qu'il en a envie? J'en sais strictement rien. Mais je pense que c'est le meilleur d'entre nous. Donc voilà, en ce qui me concerne... Non, cette expression est dangereuse, vous le savez, le meilleur d'entre nous. C'est vrai que maintenant, elle est connotée. Et vous, Aymeric Caron? Non, mais c'est le meilleur de... Voilà, c'est lui qui a emmené la France Insoumise où elle est aujourd'hui. C'est lui qui a redonné des couleurs à la gauche, à la gauche écologiste. Et voilà, c'est un homme qui fait des campagnes formidables, très pédagogue. Et donc, je pense, oui, que c'est le meilleur pour porter notre mouvement. Qui est aussi capable de dérapage, de propos qui dépassent parfois C'est une personnalité. C'est une personnalité qui peut peut-être jouer contre lui et contre aussi vos résultats. En tout cas, on ne peut pas dire que ça ait joué contre nous lors des dernières élections, puisqu'il a failli être qualifié au second tour de la présidentielle. Ça se jouait à très peu de choses. La question, c'était vous en 2000. En ce qui concerne moi, non, je n'ai aucune ambition, bien évidemment, de ce côté-là. Moi, la politique, j'ai jamais eu pour idée d'en faire carrière. J'ai fondé un parti politique, effectivement, il y a quelques années, parce que j'avais des idées singulières à porter sur l'écologie. Qui n'était pas incarnée, selon moi, dans le paysage politique. Une écologie radicale, une écologie qui prend en compte l'antispécisme, une écologie qui prône des choix vraiment très différents de société. Le fait que je sois aujourd'hui député, c'est un honneur. Vraiment, c'est un honneur, mais auquel je ne m'attendais pas. Je n'y pensais pas il y a 1 ou 2 ans. Ce sont les circonstances qui m'ont amené là. Et j'en suis vraiment très fier. Mais je ne fais aucun plan pour l'avenir. Moi, ce qui m'a toujours intéressé dans la vie, c'est d'être engagé, d'être utile. Et il y a beaucoup de manières d'être utile. Je pense qu'en étant journaliste, on est très utile. On peut être utile en étant infirmière, en étant enseignant, en allant travailler dans un refuge pour animaux, en s'engageant pour la cause animale. Donc on vous retrouvera peut-être à l'avenir, non plus à l'Assemblée, mais dans un refuge pour animal. Non, peut-être que je serai encore à l'Assemblée. Mais au moment où je vous parle, je n'en sais une fois de plus les circonstances qui me diront le mieux à faire, ou peut-être des électeurs qui me renverront chez moi, je n'en sais rien. Vous faites partie du groupe d'amitié France-Israël. Absolument. Comment allez-vous manifester dans les mois qui viennent?
cette amitié France-Israël via Aymeric Caron. Vous avez dit quelque chose de très important. Vous avez dit il y a parfois peut-être des incompréhensions, il y a parfois des choses qui ne sont pas assez expliquées. J'ai envie justement qu'il y ait du lien, qu'il y ait de l'explication et qu'on mette une fois de plus la question du processus de paix sur la table et qu'on ait le courage d'en parler. Bientôt en Israël ? Alors, on n'a pas encore eu de réunion de ce groupe. J'attends la première réunion. Moi, je serais ravi d'y retourner. Oui. Eh ben, rendez-vous dans le studio de 24 News à Jaffa avec vous et peut-être avec la délégation. Merci Aymeric Caron d'avoir accepté de passer ce soir le grand oral des GGMO ici au cœur de l'Assemblée nationale. Merci à vous également d'avoir été fidèle au rendez-vous. Aymeric Caron, vous est-il convaincu ? Rendez-vous sur notre page Twitter GGMO-24 et nous on se retrouve évidemment demain pour le grand débat des GGMO. Merci à toutes les équipes techniques qui nous ont permis de réaliser cette émission. À demain.